Ting-Chuan Tuan, bonjour. Bonjour. C'est un énorme honneur de vous recevoir à ce troisième forum de l'évolution de la conscience. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Donc ce forum a pour vocation de nous aider à créer le futur consciemment. Mais quand on parle de créer le futur, il faut certainement comprendre le passé. Alors la première question que j'ai envie de poser, c'est qui sommes-nous? D'où venons-nous? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de notre évolution depuis les origines de l'univers? Oui, oui. Bon, vous savez, maintenant, nous savons que nous avons une phrase magnifique qui a duré 13,8 milliards d'années. Donc, et cette histoire cosmique, cette phrase cosmique nous concerne tous parce qu'elle débouche sur nous. Donc, c'est l'histoire de nos origines. Et donc, pour l'instant, on pense que l'univers est parti d'un vide quantique infinitésimalement petit. Vous savez, 10 puissance moins 33 cm, c'est-à-dire le chiffre 1 survient après 33 zéros, donc des milliards de fois plus petit qu'un atome. Il était très chaud, très dense au début, et puis il y a eu une grande explosion de l'espace qui a créé en même temps l'espace et le temps, en fait, et ce qu'on appelle le Big Bang, donc. Et puis, depuis, l'univers a une expansion. Maintenant, toutes les galaxies que je vois dans mon télescope, par exemple, s'éloignent de moi. Donc, l'univers en expansion. Il y a constamment de l'espace qui se crée entre les galaxies. Et donc, ce vide n'est pas vide dans le sens où on le croit, c'est-à-dire dénué de tout, mais en fait, un vide quantique rempli d'énergie. Et donc, c'est cette énergie donc, qui va propulser l'univers dans une fantastique expansion qu'on appelle inflation, donc de 10 puissance moins 34 secondes à 10 puissance moins 32 secondes, l'univers double sa taille 30 fois de suite. Enfin, c'est une expansion exponentielle. Donc, elle va donc de 10 puissance moins 33 cm jusqu'à la taille d'un melon. Et puis l'énergie du vide aussi va donner naissance à toute la matière. Vous voyez, donc, parce que d'après la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, l'énergie est équivalente à la matière. Donc, l'énergie va générer toute la matière. Donc, on aura une purée, une soupe de particules élémentaires, des quarks, des électrons. À mesure que l'univers donc est en expansion, il se dilue, il se refroidit. Et c'est le refroidissement de l'univers qui permet donc la fabrication, la complexité. Donc l'univers, en fait, va du simple au complexe. On sait qu'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers observable, donc quelques dizaines de milliards d'années-lumière de rayons. Donc, il y a 4,5 milliards d'années, il y a une étoile appelée Soleil qui se forme. Et autour d'elle, il y a un cortège, autour de cette étoile, il y a un cortège de 8 planètes. Et sur la troisième, donc, appelée Terre, il y a des poussières d'étoiles s'assemblent pour donner la vie. Il y a donc 3,8 milliards d'années. Et puis, donc, cette vie devient consciente. Et puis, en fait, l'homme apparaît, donc, l'homme conscient, je dirais, apparaît peut-être il y a quelques millions d'années. Et puis, la civilisation, etc., l'agriculture, etc., quelques dizaines de milliers d'années. Et puis, maintenant, vous savez, il y a tout. Nous commençons à explorer le système solaire. Nous avons déjà envoyé un homme vers la Lune. La planète est devenue un village global avec Internet. Donc, tout cela, c'est dans les quelques dizaines d'années, en fait, ou même une centaine d'années au plus. Vous voyez. Donc, vraiment, l'histoire est accélérée à la fin. Et en fait, je compare toujours cette phrase cosmique au Boléro de Ravel. Vous voyez, les instruments entrent très lentement au début, mais à la fin, quand ça va au crescendo, tous les instruments viennent de plus en plus vite, à un rythme beaucoup plus accéléré, et c'est comme ça que la vie et la conscience ont surgi dans l'univers, à partir d'un vide quantique. Donc à partir de ce vide a émergé la matière, à partir de la matière a émergé la vie, à partir de la vie a émergé la conscience, et même ce qu'on appelle maintenant la conscience autoréflexive, que possède l'homme. Tout à fait. Être conscient qu'on est conscient. Voilà, qui est très distinct en fait peut-être de la conscience instinctive que les animaux ont. Oui. Donc pour moi, la conscience est justement quelqu'un qui crée, qui réfléchit à ce qui se passe après la vie, justement après la mort, par exemple. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe si l'esprit demeure? Ou
ou quand la matière meurt, est-ce que l'esprit est encore là? Enfin, toutes ces questions que je pense les animaux ne se posent pas. Je ne pense pas qu'ils se posent, le chien se pose la question que va-t-il devenir quand il sera mort? Et est-ce que vous pensez que cette conscience évolue? Parce que par exemple, vous citez souvent dans votre livre donc l'infini dans la paume de la main, Freeman Dyson qui dit que finalement la conscience résulte d'une nuée d'électrons et d'anti-électrons. Et Mathieu Ricard donc, nous disait précédemment que finalement la conscience n'a pas de début. Oui. Donc si la conscience est cette nuée d'électrons et d'anti-électrons, est-ce qu'on peut dire que cette conscience est là depuis le début ou est-ce qu'elle a émergé une fois que la vie elle-même a émergé? Oui, donc je pense que vous citez maintenant les deux points de vue qui sont diamétralement opposés en fait pour la conscience. Alors, dans le point de vue bouddhiste, bien sûr, la conscience est différente de la matière. C'est-à-dire, il y a, comme vous disiez, le bouddhiste pense qu'il y avait des flots de conscience qui existent en même temps que les particules élémentaires dès les premières fractions de seconde du Big Bang. Donc, en fait, l'esprit et la matière sont séparés mais interdépendantes, bien sûr. Tandis que pour certains neurobiologistes matérialistes, tout dérive de la matière. C'est-à-dire que il n'y avait que la matière au début. Donc, vous voyez des particules qui s'assemblent et puis des neurones qui s'assemblent dans des circuits de plus en plus compliqués. Et passé un certain degré de complexité, la conscience émerge de la matière. Donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'émergence. Vous voyez, au niveau des particules, elles n'existaient pas, mais quand on combine les particules dans des réseaux assez compliqués, donc des centaines de milliards de neurones qui sont entre nos deux oreilles, la conscience surgit. Et donc, donc c'est l'esprit donc, est un dérivé de la matière. Et en fait, quand la matière meurt, bien sûr, l'esprit meurt aussi. Tandis que, dans le point de vue bouddhiste, bien sûr, les flots de conscience, l'esprit demeure quand la matière meurt. Donc, vous voyez, ce sont deux points de vue assez opposés. Vous avez écrit quelque chose moi, que je trouve fascinant, vous avez écrit « L'homme n'a pas émergé par hasard dans un univers indifférent. Au contraire, tous deux sont en étroite symbiose. Et si l'univers est si grand, c'est pour permettre notre présence. » Donc, qu'est-ce qui vous fait affirmer ça? Oui. Alors, je pense que c'est, vous évoquez ce que les astrophysiciens appellent le principe anthropique. Alors, anthropique, ça s'écrit A-N-T-H-R-O. Donc, ça vient d'anthropos, bien sûr, qui veut dire homme. Il ne faut pas confondre avec le principe anthropique, E-N-T-R-O-P-I-Q-E, qui est le deuxième principe, la loi de la thermodynamique, qui dit que le désordre doit toujours croître en fonction du temps. Mais ça, c'est le principe anthropique, donc, qui veut dire que l'univers tend vers l'homme. Alors, je veux bien sûr préciser qu'il y a en fait deux versions de ce principe qui a été énoncé par un astronome qui travaille à l'Observatoire de Meudon à Paris, qui s'appelle Brandon Carter, un astronome britannique. Et il y a deux versions. Il y a la version d'abord faible qui dit que l'univers doit être tel que l'homme pour que l'homme existe. C'est-à-dire nous existons, donc les propriétés de l'univers doivent être réglées pour permettre son existence. Pour moi, c'est presque une tautologie, parce que, bon, ça ne dit rien d'intéressant. Mais il y a aussi une version dite forte qui dit que l'univers tend vers l'homme. Donc, quelque part, dans les mots de l'astrophysicien Freeman Dyson que vous avez cité tout à l'heure, l'univers savait que l'homme allait venir. Il faut savoir que toutes les propriétés de l'univers que nous habitons, est déterminée par une quinzaine de constantes physiques. Et ces constantes physiques sont par exemple la vitesse de la lumière, la masse des électrons, la masse des protons, la force, la constante de gravité qui détermine l'intensité et la force gravitationnelle, la constante de Planck qui détermine la taille des atomes, etc. Donc il y a une quinzaine de ce nombre qui déterminent toutes les propriétés de l'univers. Vous savez, et puis aussi il y a ce qu'on appelle les conditions initiales. En quelque sorte,
les propriétés dont les faits ont doté l'univers à son berceau, en quelque sorte, à sa naissance. Et donc ça, c'est par exemple le taux d'expansion initiale, par exemple, ou la quantité de matière noire, parce qu'il y a beaucoup de matière noire dans l'univers, matière qui n'émet aucune sorte de lumière, ou la quantité initiale d'énergie noire. Cette énergie noire exerce une force antigravité répulsive qui est responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Voilà. Donc tout cela, c'est donné. Les faits ont donné ces propriétés à l'univers à sa naissance. Et puis, avec les constantes physiques, ces conditions initiales déterminent toutes les propriétés de l'univers. Par exemple, la taille des hommes, par exemple, vous voyez, par exemple, si la gravité aurait été un peu plus grande, nous serons très petits parce que la gravité, nous ne pourrons pas avoir des hommes de 1,5 m, entre 1,5 m et 2 mètres, mais quelques centimètres, par exemple. Vous voyez. On s'est aperçu que si on varie un tant soit peu ces constantes physiques et ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas. Et si sans étoiles, il n'y aura ni vie ni conscience. Alors je m'explique. Les deux seuls éléments chimiques qui ont été fabriqués dans le Big Bang, dans les 3 premières minutes de l'existence de l'univers, c'est l'hydrogène et l'hélium. Et donc, si l'univers s'était contenté de cela, la vie et la conscience ne seront pas possibles parce que l'hydrogène est un élément très simple, c'est juste un proton, vous savez, avec un électron autour, et l'hélium, c'est 2 protons et 2 neutrons. Donc, ce sont des éléments les plus légers de la table périodique des éléments, et ils sont très simples, trop simples pour que la chimie soit assez complexe pour fabriquer la vie, les chaînes d'ADN, et puis pour fabriquer les neurones qui donc sont qui permettent la conscience. Vous voyez? Et donc, il fallait des éléments plus complexes. Parce que s'il y avait l'hydrogène, l'hélium, c'est certain, l'univers serait vide et stérile. Il n'y aurait pas de vie et de conscience possible. Donc, il fallait que l'univers fabrique des éléments plus complexes pour permettre justement cette chimie, pour amener à l'ADN et aux neurones. Et en fait, tout cela s'est fait dans les étoiles. Parce que les étoiles, vous savez, sont en fait d'énormes machines thermonucléaires à leur centre. Leurs centres sont tellement chauffés que les réactions nucléaires, la fusion nucléaire peut se dérouler. Et c'est ça qui fait en fait que les étoiles brillent. Le Soleil brille parce qu'il est en train de fusionner l'hydrogène en hélium. Vous voyez? Et donc, en fait, tous les éléments lourds jusqu'au fer sont fabriqués par la chimie nucléaire au cœur des étoiles. Et pour les éléments qui sont plus lourds que le fer, comme l'argent, comme l'or que nous portons à nos poignets, tout cela, c'est l'uranium responsable de la bombe atomique. Tout cela, c'est fait dans les explosions d'étoiles massives qu'on appelle des supernovas. Donc, en fait, sauf l'hydrogène et l'hélium, tous les autres éléments de la table périodique de Mendeleïev sont fabriqués par les étoiles ou dans leur agonie explosive qu'on appelle supernova. Vous voyez? Donc, en fait, tous les atomes que nous portons dans notre corps sont des poussières d'étoiles en quelque sorte. Donc, nous sommes tous ces poussières d'étoiles. Ce sont les étoiles ces poussières d'étoiles qui sont en s'assemblant ont donné émergence donc à la vie et puis à la conscience après. Donc, c'est primordial que si nous ne voulons pas un univers vide et stérile, que les étoiles apparaissent et fassent la chimie nucléaire. Sans elles, nous ne serons pas là pour en parler. Voyez? Et donc, voilà, et on s'est aperçu qu'avec, en variant un tant soit peu, ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas, et sans étoiles, ni vie, ni conscience ne sera possible dans cet univers. L'univers sera vide et stérile. Et bien sûr, on ne peut pas réécrire le Big Bang. Et tout cela s'est fait par des calculs ou par des modèles d'ordinateur, vous savez, parce que bien sûr, on ne peut pas réécrire le Big Bang. Le Big Bang s'est fait une fois pour toutes. Et même, vous savez, l'accélérateur au CERN, qui est le plus puissant du monde maintenant,
ne peut recréer que l'énergie seulement un millième de milliardième de seconde après le Big Bang. Donc, on ne pourra jamais remonter jusqu'à l'énergie du Big Bang. Ça demanderait des accélérateurs qui seront aussi grands que la galaxie, de centaines de milliers d'années-lumière, ce qui est impossible, bien sûr. Donc, mais avec des modèles d'ordinateur, on s'est aperçu que si on varie un tant soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas, et sans étoiles, il n'y aura ni vie ni conscience. Et ce qui m'avait frappé dans un de vos écrits, de vos ouvrages, c'était que vous disiez si cette densité initiale variait de manière infinitésimale, alors effectivement il n'y aurait pas la vie, la conscience, et vous avez fait une comparaison, c'était la même probabilité que la capacité pour un archer de viser une cible de 1 cm² aux confins de l'univers à 14 milliards d'années-lumière Exactement, exactement. C'est un réglage, une précision extraordinaire. Alors, est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il existe un principe créateur, qu'il y a une intelligence qui est à l'œuvre? Voilà, ça c'est la question qui se pose. Puisqu'il existe un réglage, et je pense que tous les scientifiques seront d'accord sur ça, qu'est-ce qui a causé ce réglage? Alors, ici, en fait, se pose, il y a deux réponses possibles, vous voyez. Et moi, je prendrais les mots de Jacques Monod. Jacques Monod a écrit un ouvrage qui a fait date dans les années 70 qui s'appelle « Le hasard et la nécessité ». Alors, je dirais, est-ce que c'est hasard? Tout est hasard, donc, ce réglage, ou est-ce que c'est une nécessité, donc un principe créateur? La science, en fait, ne peut pas avoir de réponse à ces questions. En fait, elle permet les deux possibilités, le hasard et la nécessité. Alors, je m'explique. Vous savez, la probabilité du réglage de la densité initiale de l'univers, comme vous dites, c'est égal à la précision d'un archer qui veut planter une flèche dans une cible aux confins de l'univers. C'est l'ordre de 10 puissance moins 60. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous changez un chiffre à la 60e décimale, tout bascule. Vous voyez, l'univers peut devenir vide et stérile. Et donc, si on invoque le hasard, il faut donc au moins 10 puissance 60 univers parallèles, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelle un multivers en langage cosmologique moderne maintenant. À mesure que l'univers est en expansion et crée de plus en plus d'espace, à chaque point donne naissance à un autre univers. Donc, on aura une infinité d'univers bulles. Donc, nous sommes une bulle seulement parmi une infinité d'univers bulles dans un méta-univers. Donc, c'est ce qu'on appelle un multivers, par exemple, vous voyez. Sauf, par hasard, un univers où la combinaison gagnante est sortie. Et en fait, c'est notre univers, donc par hasard, qui a eu cette combinaison gagnante, et nous sommes le gros lot en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme si vous achetez par hasard un billet de la loterie. Par hasard, vous achetez un billet gagnant, mais la probabilité est très très faible, bien sûr, que vous avez gagnant. Donc, mais ça, c'est le hasard. Même si la probabilité est très faible, si vous postulez une infinité d'univers parallèles, par hasard, donc nous vivons dans l'univers à la combinaison gagnante. Voilà, donc le hasard est possible. Il y a des scénarios qui prédisent un multivers. Mais c'est des scénarios, des théories qui pour l'instant n'ont pas été démontrées à ce jour par la science. Exactement. Ce sont tous des théories comme la théorie inflationnaire et puis même la théorie des bulles univers qui surgissent dans la théorie. Il y a d'autres théories aussi qui prédisent le multivers, par exemple la théorie des brane qui sort de la théorie des cordes, vous savez, qui disent que les particules élémentaires ne sont pas des points, mais des cordes infinitésimalement petites, de 10 puissance moins 33 cm. Bon, tout ça, ce sont des théories, vous le dites très très justement. Il n'y a aucune observation maintenant qui nous permet d'affirmer qu'il y a des univers parallèles aux nôtres. Donc ça, c'est la situation. Donc soit vous pariez pour le hasard, il faut donc parier sur un multivers. Mais si vous pariez sur un seul univers, il faut bien sûr un principe créateur, quelque chose qui règle les choses dès le début. Alors attention, pour moi, ce principe créateur n'est pas un Dieu barbu qui édicte des lois, etc., qui
dès les premières fractions de seconde, qui crée l'univers ex nihilo. Pour moi, en fait, c'est un principe panthéiste qui se retrouve dans la nature. Ce sont toutes les lois de la nature que j'observe avec mon télescope et qui sont autour de moi dans l'univers. Et donc voilà, donc c'est un principe panthéiste à la Spinoza et que Einstein a repris aussi. Ce n'est pas un Dieu personnel, barbu, etc. Donc ça, pour moi, c'est ça. Et donc, alors, puisque j'ai la parole, je vais vous dire mon pari, parce que comme je vous dis, hein, pour la science, les deux choix sont possibles. Si vous optez pour le hasard, vous dites qu'il y a un multivers et donc nous sommes là par hasard dans un univers qui a la bonne combinaison. Et puis, mais s'il y a un seul univers, il faut parier sur ce principe créateur, ce principe panthéiste dont je parlais tout à l'heure. Alors, là, moi, vous l'avez deviné, bien sûr, je parie pour la nécessité. Pour moi, d'abord, la première objection, on l'a dit tout à l'heure, hein, je suis un observateur de l'univers, j'observe avec un télescope. Et pour moi, les choses qui sont invérifiables, comme les multivers, relèvent plus de la métaphysique que de la science. Et donc, je rejette cela. Et puis, deuxièmement, je souscris au principe de simplicité d'Occam, qui est au rasoir d'Occam, exactement, un philosophe du XIIIe siècle, qui dit en résumé, hein, qui dit que pourquoi faire compliqué si on peut faire simple. C'est-à-dire, pourquoi créer une infinité d'univers parallèles juste pour avoir un qui soit conscient de lui-même. Donc, voilà, donc je souscris au rasoir d'Occam. Et puis, il y a des arguments peut-être d'ordre plus émotionnel, comme la beauté. Vous voyez, moi, j'ai la chance d'aller observer l'univers, voir un monde qui échappe à la plupart des gens, parce qu'avec nos yeux, nous ne pouvons pas voir cet univers lointain que je vois avec mes télescopes. Et donc, il y a toujours une organisation, une beauté, une harmonie extraordinaire dans cet univers que j'observe. Et pour moi, c'est difficile de croire que tout est hasard. Vous voyez, même, vous voyez, ces fleurs, ces orchidées, les arbres autour de moi, je pense, notre belle planète, c'est difficile de croire que tout est hasard, que rien n'a de sens, en quelque sorte. Voilà, donc ça, c'est l'argument de la beauté. Et puis, il y a l'argument aussi de l'harmonie. Donc, pour moi, c'est toujours impressionnant de penser que les lois que nous découvrons sur notre petite Terre, qui n'est rien dans l'univers, vous savez, un petit grain de sable dans le vaste cosmos, dans le vaste océan cosmique, et pourtant, avec les lois que nous découvrons ici, je peux comprendre les propriétés des galaxies qui sont à plus d'une dizaine de milliards d'années-lumière. Vous voyez, les propriétés de la lumière, les propriétés de leurs atomes, ce sont tous les mêmes éléments qui peuplent l'univers. La table, la Mendeleïev, tout cela, il y a une harmonie extraordinaire, à la fois dans l'espace, que je peux regarder en différentes directions, et dans le temps, parce qu'en fait, les télescopes sont des machines à remonter le temps, parce que nous voyons l'univers toujours avec un peu de retard. Vous voyez, je vous vois, bien sûr, seulement une très petite fraction de seconde après, donc c'est presque instantané, mais quand je vais loin dans l'espace, voir loin, c'est voir tôt. Vous voyez, je vois la Lune un peu plus d'une seconde après, le Soleil 8 minutes après, la plus proche étoile 4 années après, la plus proche galaxie qui est Andromède 2 millions d'années après. C'est-à-dire la lumière d'Andromède qui vient maintenant, mon télescope est parti quand les premiers hommes marchaient sur Terre en Afrique. Vous voyez, et puis donc on peut remonter le temps et pourtant les lois physiques ne changent pas. Il y a une harmonie extraordinaire dans l'univers. Et puis, il y a aussi l'unité de l'univers. À mesure que la physique progresse, tout semble tendre vers l'un, vers l'unité. C'est-à-dire, vous savez, les Grecs, par exemple, comme Aristote pensait qu'il y avait des lois physiques différentes qui gouvernaient le ciel et la terre. Newton fait table rase de tout ça. Il dit que ce sont les mêmes lois de la gravitation universelle qui dicte à la fois le ciel et la terre. Donc, c'est la même loi de gravité qui dicte la chute d'une pomme dans le verger ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Au XIXe siècle, vous savez, Maxwell unifie l'électricité et le magnétisme. On pensait que c'était des phénomènes complètement différents. Maxwell dit que c'est la même chose. Si vous déplacez un aimant, vous générez un courant électrique. S'il y a un courant électrique, il y a
automatiquement un champ magnétique. Et en fait, le champ électromagnétique, en fait, c'est la lumière. Il unifie l'optique en même temps, parce que les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de la lumière. Au XXe siècle, bien sûr, Einstein unifie le temps et l'espace que Newton pensait séparer. Voyez? Et puis maintenant, les physiciens des particules espèrent unifier les 4 forces fondamentales de la nature. Vous savez, la gravité avec les 3 autres forces, la force électromagnétique et puis les 2 forces nucléaires fortes et faibles ont une seule force électromagnétique. Et donc, vous voyez, tout tend vers l'un aussi. Donc, beauté, harmonie, unité. Pour moi, c'est difficile de croire que c'est hasard. Donc, je parie sur un seul univers et un principe créateur qui règle l'univers. Alors du coup, ça pose la question du déterminisme, parce que si en fait on admet ce principe créateur, oui. Si on admet que finalement l'univers a un but, une direction en tout cas, de tendre vers davantage d'unité, davantage d'harmonie et sans doute davantage de conscience, parce qu'après tout, si on n'était pas là, il n'y aurait personne pour regarder l'univers. Alors il faut dire le principe anthropique, je trouve voilà, un peu anthropomorphique. Voilà, oui. Est-ce que l'humain, en fait, c'est l'objectif oui. ultime de cette évolution, ou c'est juste un passage, en fait, vers... oui, non, moi je pense que c'est une étape. Je pense que c'est une étape. Nous ne sommes bien sûr pas le but de l'univers. Hein. Moi, je ne veux pas revenir au temps pré-copernicien qui disait où tout le monde pensait que l'univers... que nous étions le centre du monde et que l'univers était fait pour le seul bénéfice de l'homme. Non, je ne veux pas revenir. Je pense que nous sommes une étape dans l'évolution de l'univers et en fait, nous devions appeler le principe anthropique un principe de complexité. Plutôt, vous voyez, parce que anthropique veut dire que l'univers tend vers l'homme, mais en fait, il tend vers une forme de conscience. Donc, E.T. fera parfaitement l'affaire. Vous voyez, et je pense... qu'il y a d'autres formes de vie intelligente, de conscience dans l'univers, étant donné le nombre de planètes qu'il y a dans l'univers. Vous savez, il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, et s'il y a 10 planètes par étoile, ça veut dire qu'il y a 10 multiplié par 100 milliards de planètes dans une galaxie, mais il y a 100 milliards de galaxies aussi dans l'univers observable. Donc, vous multipliez encore par 100 milliards, donc c'est 10 puissance... je ne sais pas, 21 planètes, par exemple, dans l'univers. Donc, ce sera vraiment extrêmement improbable que nous sommes les seuls dans l'univers. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est là où on voit la science rejoint aussi la spiritualité et la philosophie. Bergson parlait de son élan vital, Pierre Teilhard de Chardin parlait de la loi complexité-conscience, dont vous venez de parler à l'instant. Donc on est face finalement à une évolution, un déploiement vers toujours plus d'harmonie, d'unité et de conscience. Et finalement, peut-être c'est ma dernière question. Mais ça si c'est leur message, vous voyez. Parce que moi, je ne suis pas certain aussi que l'homme évolue toujours plus de conscience. Il faut éveiller justement cette conscience pour que l'homme évolue. Parce que oui, il est en train de faire beaucoup de dommages à la Terre aussi, de perturber son système écologique. Et donc, ce n'est pas du tout certain qu'il va toujours évoluer vers plus de conscience. Et justement, donc c'est ça où la spiritualité doit venir en compte, aider de nous transformer de l'intérieur pour justement évoluer vers plus de conscience, comme vous le dites, parce que nous risquons de nous autodétruire si nous ne protégeons pas notre planète et donc de créer de non-sens. Parce que jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de conscience qui donne un sens à l'univers. Alors si nous nous autodétruisons, c'est catastrophique. Donc, vous voyez, justement, c'est là où la spiritualité et puis des événements les événements que vous organisez, justement, qui essaient d'éveiller la conscience qui est important. Oui. C'est comme si, en fait, l'univers nous passait le relais. J'ai l'impression, en vous écoutant, que l'univers nous a amenés à un point où la conscience a pu émerger, où la conscience autoréflexive a émergé. Oui. Mais maintenant, pour pouvoir aller plus loin, il semble que finalement, ça dépend un peu de nous. Ça dépend de cette transformation intérieure, de cette transformation spirituelle. Moi, je pense, pour vraiment en fait perpétuer finalement le travail de l'univers plus consciemment.
Tout à fait, tout Ouais, à fait, tout d'accord. à fait. Non, Ok. non, maintenant, l'homme doit s'éveiller Ouais. justement à cette nouvelle vision du monde et prendre le relais en quelque sorte. Ouais, ça veut dire qu'on revient, Ouais. c'est paradoxal, parce qu'on revient presque à une vision pré-copernicienne où l'homme était la Terre, l'homme était au centre de l'univers. Là, on n'est plus au centre de l'univers, Non. mais en même temps, le rôle que joue l'homme est d'une importance cosmique. Pour l'instant, c'est-à-dire s'il y a IT, bien sûr, il peut jouer ce rôle aussi. Tout à fait. Mais du moment qu'il y a une sorte de conscience dans l'univers pour appréhender cette beauté, cette harmonie. Mais bon, jusqu'à nouvel ordre, nous jouons ce rôle parce que nous sommes la seule forme de conscience que nous connaissons. Voilà.